Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour l'enregistrement de conversations, des dialogues que nous allons avoir avec le public sur l'émission que nous avons enregistrée dimanche et qui a porté uniquement, non pas sur les deux sujets que j'avais annoncés, mais sur un seul qui est celui de la dépendance européenne et donc française à l'égard des États-Unis. Ont été réunis pour cette conversation et sont toujours des nôtres. Jean-Louis Bourlange, essayiste et parlementaire, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, David Jays, responsable d'une société de conseil et essayiste, Nicole Niesotto, non, c'est par ordre alphabétique, c'est pas toi. Antoine Fouché, président d'une société de conseil et essayiste, et Nicole Niesotto, essayiste et vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. La première question. D'abord, merci beaucoup pour cette heure avec vous. Ensuite, vous avez dit qu'on avait eu beaucoup de mal à résister à une américanisation de la société européenne depuis la guerre. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va réussir à résister à une sinisation de la société européenne ou pas ? Alors, bon, je sens que votre question sème la perplexité, mais je vais donc arbitrairement désigner un spécialiste de la sinisation, David. Ah, ça c'est méchant. J'ai pas l'impression qu'il y ait entre l'Europe et la Chine le même niveau d'interpénétration culturelle et d'affinité intellectuelle qu'il y a pu y avoir entre l'Europe et les États-Unis. Le soft power chinois reste encore à démontrer, même si je ne partage pas l'opinion de ceux qui disent qu'il n'y en a pas du tout. Il y a des instituts Confucius, il y a une action culturelle chinoise, il y a une ambition d'être un soft power, et ça fait partie de la feuille de route chinoise pour 2049, année où la Chine deviendra la première puissance mondiale sur tous les terrains. Donc c'est pas du tout exact de dire qu'il n'y a pas de soft power chinois, mais on voit bien qu'il y a une différence civilisationnelle, linguistique, intellectuelle qui est tellement importante entre l'Europe et la Chine que je pense que ce sera beaucoup plus difficile que cette affinité profonde qui a pu y avoir entre l'Europe et les États-Unis. Et ça me permet de dire combien je suis d'accord avec Nicole et Jean-Louis qui ont chacun à leur manière dit tout à l'heure que le principal verrou de l'émancipation ou de la désaliénation européenne était un verrou psychologique et intellectuel. Nicole Niesotto, à qui aucune chinoiserie n'est étrangère. J'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit à qui aucune chinoiserie n'est étrangère. Oui, je crois que c'est très différent. On peut pas comparer les choses. Il y a une dépendance effectivement des Européens vis-à-vis de la Chine, qui est une dépendance à la fois commerciale et technologique de plus en plus, commerciale, qui est grave, parce que comme maintenant le commerce est devenu une arme géopolitique, le fait que, par exemple, on le répète à chaque fois, mais c'est quand même quelque chose de très important, on ne peut pas prendre un Doliprane pour un mal de tête si les Chinois ne nous vendent pas la matière première nécessaire à faire le Doliprane, c'est une dépendance très grave. Et la Chine est en train de devenir aujourd'hui un leader dans les essais cliniques des nouveaux médicaments. Plus de la moitié aujourd'hui des essais cliniques sur le cancer sont faits par la Chine. Donc elle est numéro 2 après les États-Unis. Donc on a des dépendances très fortes vis-à-vis des Chinois. Je ne parle pas des voitures électriques, des panneaux solaires, etc., etc. Mais effectivement, nous n'avons pas cette dépendance psychologique parce qu'il y a effectivement un rêve chinois que Xi Jinping a inventé par rapport au rêve américain, ce qu'il appelle le rêve chinois. C'est une formule de réussite économique sur base de dictature politique. Et ça, il le vend très bien dans toute une partie de l'Asie du Sud-Est et dans beaucoup de pays africains, c'est-à-dire enrichissez-vous, mais obéissez au régime politique. Ça, on ne peut pas dire que ça ait beaucoup d'attractivité en Europe. En revanche, ce qui est intéressant, et moi c'est une idée que j'ai comme ça, qui n'est pas encore une thèse, mais c'est que du côté américain, on est en train de transformer ce qui a été le rêve américain historique, c'est-à-dire la liberté, la réussite personnelle fondée sur la liberté et l'ouverture du marché. On est en train, où Trump veut transformer ce rêve américain en nouveau rêve chinois, c'est-à-dire la croissance plus l'autoritarisme politique, et la convergence des deux va rendre très difficile l'émancipation politique des Européens. Antoine Fouché. Oui, pour aller dans le même sens, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre les États-Unis et la Chine au plan culturel, c'est que, alors je lis pas le chinois, je suis pas un spécialiste de la Chine, mais pour autant de ce que j'ai lu, il n'y a pas de messianisme chinois.
alors qu'il y a un messianisme américain comme il y a un messianisme français, c'est-à-dire l'idée un peu très occidentale d'origine judéo-chrétienne qui est si le monde nous ressemble davantage, le monde sera meilleur. Et me semble-t-il, dans la Chine, il y a une centralité de la pensée chinoise, considérant que la Chine est au centre du monde, que ça a toujours été, ce qui a été vrai pendant 2 millénaires, la première puissance du monde, que ça doit le redevenir, mais pas que le monde entier doit ressembler à la Chine, ne serait-ce que parce que dans la logique, ça serait une menace pour la Chine si les autres leur ressemblaient. Donc, me semble-t-il, il y a du soft power, je suis d'accord, il y a un projet industriel là, pour le coup, encore plus puissant que celui des États-Unis, c'est-à-dire, encore une fois, on en a vu il y a quelques émissions, mais la puissance industrielle chinoise est supérieure à la puissance américaine de la post-seconde guerre mondiale, donc il y a un risque de colonisation industrielle, ça c'est sûr, mais de sinisation au sens nous mettrions à épouser les repères, les cultures, les désirs, la manière de penser, le rapport à la vie des Chinois, comme on l'a un peu fait avec les Américains via Hollywood notamment. Ça, je pense pas qu'il y ait ce risque-là parce que ce n'est pas ce que eux souhaitent et exportent, contrairement aux Américains où il y a un vrai messianisme américain. Si on met autant de temps à mal apprendre le chinois que l'on a mis du temps à mal apprendre l'anglais, à mon avis, le soft power chinois va avoir un peu de mal à rentrer dans la matière. Jean-Louis Bourlange. Oh oui, juste un mot. Il est clair, comme le dit Didi Wang, le fils du professeur de Monsieur Wang dans le Lotus Bleu, il faut trouver la voie. Et manifestement, nous ne l'avons pas trouvée. Merci. C'est devant vous, je crois. Couper la tête. Voilà. Couper la tête, absolument. Merci. Je ne maîtrise pas aussi bien le registre de Tintin. Je vais essayer de rester dans le format vase londe. Ma question porte sur l'ONU, la remise en cause du droit international et la place de l'Europe dans tout ça. Merci. Jean-Louis. C'est le conseil. J'ai pas entendu pas compris la question. Est-ce que vous pouvez développer votre question? Vous avez droit à temps, pardon, Fabrice. Est-ce que madame peut récupérer le micro pour préciser sa question? C'est pas vous qui avez une voix sourde, c'est moi qui ai une oreille sourde. 3 lettres qui n'ont pas été citées, c'est l'ONU. Aujourd'hui, on assiste quand même à une évolution, un affaiblissement, enfin c'est peut-être vous qui aurez le meilleur terme de l'ONU, et surtout à une remise en question du droit international. On le voit tous les jours dans plein de domaines. Est-ce que vous voyez un rôle spécifique de l'Europe par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une issue? Merci. Nicole Niesotto. Oui. Pardon, qu'est-ce que ça dit? J'ai dit Nicole Niesotto. Elle a répété pour que je réponde et c'est toi qui réponds. Ah mais non, vas-y, Jean-Louis, vas-y. Ça n'a aucune importance. Allez, Nicole Niesotto, sinon on n'y arrivera jamais. Moi, j'obéis. Bon, alors, l'Union européenne, c'est un être de droit. Ça n'existe que par le papier, l'Union européenne. C'est vraiment le droit. Donc, si le droit international était mis en cause, c'est vraiment toute l'ossature de l'Union européenne qui disparaîtrait. Et donc, l'Europe... Oui, l'ONU, oui. Et donc, c'est vrai que les Européens ont un intérêt presque vital à défendre le droit international, et pas seulement le droit international, le droit des affaires, le droit numérique, en fait, tout ce qui est l'arsenal juridique qui a permis jusqu'à maintenant au monde d'aller pas trop mal depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, quand on a une remise en cause du droit international par celui qui l'a inventé, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, puisque c'est quand même eux qui ont écrit après la SDN la charte de San Francisco. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Cassin qui a écrit la oui, mais enfin quand même, c'est un projet américain porté par les États-Unis. On a effectivement, les Européens se trouvent dans l'embarras. D'autant que je suppose que c'est ça votre question, les États-Unis, Trump a inventé une espèce de conseil de la paix qui au départ devait être limité à l'avenir de Gaza, qui maintenant prend des proportions mondiales, comme une espèce d'alternative au Conseil de sécurité, et pour lequel les membres doivent payer 1 milliard d'euros pour rentrer. Je trouve que c'est tellement, petit, vulgaire et sans profondeur que je n'ai pas de doute que ce projet va sans doute continuer, mais ne va pas remplacer les Nations Unies. Mais en revanche, la proposition de Trump permet de reprendre enfin au sérieux la question de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour lequel tout le monde est d'accord en principe, mais sur lequel tout le monde dit on peut rien faire parce que les Chinois ne veulent pas des Indiens, les Italiens veulent pas des Allemands, les Africains veulent pas choisir entre le Nigeria
a eu un autre. Donc c'est trop facile jusqu'à maintenant de se réfugier derrière ces incompatibilités pour laisser l'ONU telle qu'elle est. Je pense vraiment que la réforme du Conseil de sécurité doit être un chantier à l'avenir important et je dirais même primordial. Et je trouve que la France et la Grande-Bretagne devraient prendre le lead sur cette affaire. Un des problèmes les plus urgents, c'est que les pays, et notamment les États-Unis, payent ce qu'ils doivent, leur quote-part, et notamment à tout ce qui concerne de la santé. Jean-Louis Bourlange et David James. Non, moi je crois simplement que ce que nous vivons, de ce qui est au cœur de tous les tragédies actuelles, c'est la combinaison entre une interdépendance généralisée des enjeux démographiques, climatiques, économiques, bancaires, et un éclatement total de la société internationale qui n'est plus portée par aucun système de valeurs communes, même à terme, parce que du temps de la guerre froide, c'était pas brillant, mais il y avait quand même un socle commun en matière d'émancipation de l'humanité sur des bases rationalistes. Donc là, nous sommes vraiment dans une situation qui est proprement tragique, et je suis d'accord avec ce que dit Nicole, nous sommes les derniers des Mohicans de ce multilatéralisme et de cette société où les rapports, parce que l'Union européenne, ça n'est pas le refus des États, c'est le refus que les rapports entre les États soient gouvernés par autre chose, par des relations de droit et d'échanges organisés. C'est ça, nous sommes porteurs de cela, nous avons et nous sommes combattus partout sur ces valeurs, si bien que nous devons transformer notre exemplarité en réciprocité, la défense de nos valeurs en défense de nos intérêts, et le souci de l'état de droit en affirmation de la puissance. C'est ça le grand bouleversement idéologique que doit faire l'Europe, sans oublier pour autant ce qui fait son originalité, c'est-à-dire des valeurs à caractère universel, un état de droit qui est fondé sur le respect de ce qu'il y a d'humain dans chacun d'entre nous. For sure. David James. It needs to be reformed, for sure. Je suis plus pessimiste que Nicole. D'abord, l'ONU est au bord de l'asphyxie financière. Il y a une grande partie de ses missions qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Il y a des fonctionnaires qui vont être mis à la porte, notamment en raison de l'interruption des financements américains. La deuxième chose, c'est que si on a une lecture un peu froide de ce qu'a été la construction des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale, il y a deux branches. Il y a une branche qui est celle de la loi des vainqueurs, c'est le Conseil de sécurité. Et effectivement, Jean-Louis a raison de dire que même s'il y avait la cassure de la guerre froide, entre la Chine communiste, l'Union soviétique d'un côté, et de l'autre, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, il y avait un socle rationaliste minimal qui faisait que on pouvait prendre des décisions et on pouvait gouverner le monde. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et l'autre branche, c'est l'Assemblée générale qui a plutôt une fonction tribunicienne et qui a servi de chambre d'écho à la fois pour les non-alignés, pour les États et les nations fraîchement décolonisées. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette situation-là. Alors, on voit qu'il peut y avoir un peu de brouhaha, par exemple, au moment de la guerre à Gaza. Mais il y a une crise d'identité profonde sur les deux jambes, en quelque sorte, du système des Nations Unies. Et je crois que Nicole a raison quand elle dit que le grotesque Board of Peace, qui est en fait un prétexte pour s'accaparer des ressources financières, puisque les contributions qui sont demandées sont de 1 milliard d'euros, et on n'a toujours pas très bien compris si elles allaient sur le compte en banque de Board of Peace ou directement sur le compte en banque des affiliés de Trump. Donc on voit bien qu'on est dans le féodalisme et le clientélisme, vraiment au sens romain du terme le plus total. Ce que ça révèle au moins, c'est qu'il y a un vrai besoin de refonte de l'architecture multilatérale mondiale. Et sur ce point, l'Europe n'est pas seule. Il faut arrêter de penser que l'Europe est la seule à vouloir faire du multilatéralisme. Les Chinois, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, sont fortement engagés sur un certain nombre de chantiers multilatéraux. Il est possible de discuter avec l'Inde. Il y a l'Afrique. Donc il y a des zones géographiques dans le monde qui sont très engagées sur les questions multilatérales. Simplement, il faut trouver une architecture. Et aujourd'hui, pour moi, l'ONU est un grand cadavre à la renverse. Y a-t-il dans le public une autre intervention? Question, oui, en haut et au milieu. Voilà, parfait, merci beaucoup. Monsieur. C'est une question très brève. Le mot leadership a été prononcé une seule fois en fin d'émission. Et ne pensez-vous pas que l'absence de leadership européen soit un obstacle irréversible à l'apparition ou à la définition d'une Europe puissance? À votre bon cœur, Jean-Louis Bourlange.
Je crois qu'il n'y a jamais eu depuis la caractéristique de l'Union européenne, ça a été le refus d'un leadership unique. Je pense que même à l'époque du général de Gaulle, il n'y avait pas un véritable leadership. Il y avait une inspiration, une position diplomatique, militaire, morale, historique extrêmement forte de la part de la France, mais jamais le général n'a été en mesure d'imposer quoi que ce soit à la République fédérale d'Allemagne. Nous avions en revanche une convergence très étroite, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, sur la construction européenne. Pas complète, parce que le général était réservé sur les institutions intégrées, mais d'accord sur le marché commun. Et cette l'idée qui a prévalu, c'est qu'on ne pouvait faire fonctionner l'Europe qu'avec un partenariat équilibré. Peut-être 2 États, la France et l'Allemagne, peut-être 3 États, la France, l'Allemagne et l'Italie, car on sous-estime très profondément le rôle majeur de l'Italie dans la construction européenne, du traité de Rome à l'acte unique européen et à la gestion de la monnaie unique, peut-être avec les pays du Benelux, mais c'est cette architecture-là où 2 États antagonistes qui se sont donc battus pendant des siècles s'accordent sur un projet d'intérêt commun, et dans ce projet d'intérêt commun, un certain nombre de puissances, un certain nombre de pays qui ont été victimes soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux, peuvent s'intégrer. C'est ça, c'est pourquoi, quoi qu'on dise sur le couple franco-allemand, sur le fait qu'il est obsolète, etc., non. Soit les Allemands et les Français s'entendront, ce sera un minimum, ils vont pas imposer quoi que ce soit aux autres, mais ils s'entendent sur une stratégie et à ce moment-là, on peut avancer, soit ils ne s'entendent pas et c'est fini. Quand le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais l'Union européenne est restée intacte. Quand les Allemands et les Français, si les Allemands et les Français se retrouvaient sur des positions fondamentalement différentes, là, c'en serait fini. Nicole Nisotto. Non, j'ai pas demandé. Pas Nicole Nisotto. Excuse-moi, c'est une sorte de réflexe pavlovien. Antoine Fouché. Oui, je pense que c'est là une question absolument fondamentale parce que c'est une manière d'éclairer le paradoxe de la construction européenne qui est quand même un truc unique dans l'histoire qu'on n'a jamais tenté et donc pour lequel il n'y a pas de modèle et donc on ne sait pas si on va pouvoir réussir à inventer cette fédération d'États-nations ou cette fédération sans États fédéraux, ou on peut dire cette puissance sans agressivité, ou, pour reprendre la manière dont vous l'avez éclairé, un leadership sans leader. Mais comme l'a dit Jean-Louis, je pense que c'est intrinsèque à la construction européenne d'inventer quelque chose qui n'a encore jamais existé dans l'histoire. Et donc la question de savoir si on va y arriver ou pas est ouverte. Mais me semble-t-il, la voie classique du leadership, c'est-à-dire de transformer l'Union européenne en État fédéral classique, ne marchera jamais. Les nations européennes n'en voudront pas. Et de l'autre côté, je continue à penser que je fais partie de ceux qui pensent que les nations toutes seules avec un affaiblissement européen ne s'en sortiront pas non plus. Donc on est condamné, même si ça paraît peut-être fou, condamné à inventer un leadership sans leader. Autre question, autre intervention, tout en haut. Merci Fabrice. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire dans votre construction du leadership européen comment vous voyez la place du Canada, par exemple, on a vu les déclarations récentes, et éventuellement aussi l'Angleterre. Enfin, on imagine que aujourd'hui, peut-être, il n'y aurait plus le Brexit, et est-ce qu'à un moment, l'Angleterre pourrait revenir plus dans le jeu ? Merci. Et le Canada a adhéré à l'Union européenne. Oui, c'est l'un des problèmes que nous avons, c'est le décalage entre le territoire de l'Union européenne tel qu'il est constitué et qui est profondément partagé entre des puissances qui regardent dans l'Europe centrale et balkanique, qui regardent vers l'Est, et des puissances comme l'Europe du Nord, qui pourtant n'étaient pas les plus intégrationnistes, que ce soit la Suède ou le Danemark, ou évidemment la Norvège qui est à l'extérieur, et le Royaume-Uni qui est à l'extérieur de l'Union, qui sont au cœur d'une résistance européenne au poutinisme et potentiellement, c'est plus compliqué, au trumpisme. Donc on a un décalage. C'est très difficile à gérer, ce décalage. Alors, est-ce que ça doit nous conduire à abolir
le lien géographique et à dire nous avons toutes les raisons d'être proche du Canada. Il n'y a rien qui fait obstacle à ce que le Canada rejoigne l'Union européenne, ni les valeurs, ni les intérêts, ni la proximité culturelle, ni la proximité institutionnelle. Tout ça est très possible. Simplement, c'est quelque chose de particulier. Moi, je crois qu'il faut inventer le discours de McCartney, le Premier ministre canadien, c'est un discours qui aurait dû être prononcé. Oui. Et qui a d'ailleurs été partiellement prononcé par le président français, c'est un discours de l'Union européenne. Donc moi, je crois qu'il faut effectivement développer des relations étroites. J'en profite pour pousser un petit cri, qui est mon cri habituel, sur la résistance opiniâtre et stupide des Français à l'égard des traités commerciaux passés avec les États américains. On parle du Mercosur. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'Assemblée nationale que j'avais exactement la même opposition. Vraiment, tout le monde. J'étais l'un des seuls à dire il faut ratifier le CETA, c'est-à-dire l'accord avec le Canada. 3 ans plus tard, on est là et on dit est-ce que le Canada, ça serait bien s'il rentrait dans l'Union européenne parce qu'on veut résister à Trump, etc. Donc là, il y a le problème de la paille et de la poutre. Il faut enlever la poutre que nous avons dans notre œil si nous voulons effectivement faire face dans des conditions intelligentes à la menace trumpienne et si nous voulons éviter que l'ensemble des Amériques du Nord, du Centre et du Sud soit simplement une colonie américaine. Nicole Nisotto. Oui, pour poursuivre ce qu'a dit Jean-Louis, l'Union européenne a toujours pensé en termes d'accords commerciaux, depuis la mise en sommeil de l'OMC, ce sont les grands accords commerciaux qui, aujourd'hui, sont les objectifs de l'Union européenne, donc le CETA, le Mercosur, etc. Ce qui me paraît correspondre à un monde où le libéralisme économique et la mondialisation allaient de soi. Dans le monde d'aujourd'hui, je trouve étrange que l'Union européenne, et peut-être pas la Commission, mais en tout cas les chefs d'État, le Conseil, ne songent pas à créer aussi de grands accords politiques. Parce que la question n'est pas de savoir si le Canada peut intégrer l'Union européenne. Le traité ne le permettra pas. Donc, soit on change, on fait tout, on recommence à zéro quelque chose d'autre, soit on garde ce traité et le Canada ne peut pas intégrer l'Union européenne comme le Maroc et d'autres pays. Mais l'idée d'avoir des accords politiques, pas des partenariats économiques, des accords politiques, des accords stratégiques bilatéraux entre l'Union européenne et le Canada, l'Union européenne et la Norvège, si elle le souhaite aussi, l'Union européenne et peut-être la Suisse, si elle est intéressée. Ça, c'est un sujet que, pour l'instant, n'est pas sur l'agenda des chefs d'État et de gouvernement, mais qui, à mon avis, aurait un sens politique et stratégique, non seulement important, mais qui serait soutenu, je crois, par les opinions publiques européennes. Pour la Suisse, il faudra faire venir Richard Verly. Est-ce qu'il y a une question? Il me semble que oui, je vois une main qui se lève. Oui, merci. J'ai 2 petites questions rapides pour élargir le débat. Une petite question déjà sur le Groenland, parce que moi, il y a une chose qui me surprend beaucoup dans l'actualité, c'est qu'on n'entend jamais des représentants du Groenland. Et pour une ancienne colonie, je trouve ça un petit peu bizarre. Voilà, donc c'est d'un point de vue simplement communication, information, je trouve ça très bizarre. Et on s'aligne derrière des positions danoises, comme s'il était légitime que ad vitam, ça reste comme ça. Donc c'est juste une question d'autodétermination. Ma seconde question touche à ce qu'a dit Jean-Louis Borloo sur l'axe franco-allemand. Et moi, je suis très préoccupé par le déséquilibre croissant entre ces 2 pays. Une Allemagne riche qui peut mettre 100 milliards, on va dire, presque en quelques années pour refaire une armée moderne, versus l'image de la France qui a été décrite par Nicolas Bevrez dans une tribune récente au Figaro, où il parle de tiers-mondisation. Donc, est-ce que cet équilibre est de nature à perdurer et qu'est-ce que vous en pensez les uns ou les autres? Merci. Alors, qui veut intervenir le premier? C'est le sujet qu'on n'a pas abordé, qu'on voulait. Vous avez tout à fait raison.
Oui, ça, effectivement. Revenez la semaine prochaine. C'est une réponse un peu cavalière, mais il est vrai qu'on avait prévu ça en deuxième sujet, mais que la sorte d'inflammation qui a saisi mes 4 camarades après le premier sujet nous a interdit de l'aborder. Sur le Groenland, je ne suis pas sûr que la fonction du leader groenlandais soit Premier ministre, mais en tout cas, c'est l'équivalent. Il s'est exprimé, et il s'est exprimé tout à fait contre. Il est venu à Paris avec c'est le Premier ministre du Groenland. Il est venu à Paris avec Mette Frederiksen, la première ministre danoise. La venue du Premier ministre groenlandais a démontré une chose, c'est qu'il y avait au moins un habitant en Groenland. Donc voilà, pour ce qui est de la réponse à votre question. Sur sur la tiers-mondisation, c'est dommage qu'on n'a pas eu l'émission parce que j'aurais vraiment ça, je dois dire que je suis détruit un saint. l'argumentaire. Je vais attendre une seconde parce qu'il faut que je demande quand même en public qu'on me canonise de mon vivant, parce que voilà des gens qui passent leur temps à avoir des temps de parole absolument invraisemblables pour ensuite m'expliquer que c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'aborder un deuxième sujet. Parce que j'aurais démoli l'argumentaire de Bavray et de tous les pessimistes français. Mais je voulais répondre à votre partie de la question sur le franco-allemand. Et c'est vrai, vous avez raison. Aujourd'hui, on a quand même une dynamique qui est proche de la fracture structurelle. Je ne sais pas ce que Jean-Louis en pense, mais on a souvent eu des crises franco-allemandes, évidemment, et des divergences franco-allemandes sur plein de sujets. Mais là, on a l'impression d'une véritable, alors je dis pas encore fracture, mais en tout cas une coupure entre les deux pays. Pas simplement parce que les niveaux de l'économie sont pas les mêmes, pas simplement parce que le budget de la défense allemande va être le double du budget français et que ça déjà, c'est en train de soulever en France de nouveau des relents d'antigermanisme et d'armée allemande la plus puissante du monde, etc., etc. Mais parce que personne ne sait quelles sont véritablement les stratégies à venir des deux pays. Pour la France, on sait que si c'est le Rassemblement national qui gagne les élections l'année prochaine, on sait que la stratégie ne sera pas une stratégie européenne ni une stratégie franco-allemande. En revanche, pour l'Allemagne, on ne sait pas véritablement quelle est la stratégie aujourd'hui de l'Allemagne et surtout du patronat allemand vis-à-vis des États-Unis comme vis-à-vis de l'Europe. Et je crois que l'inquiétude majeure, elle est là. Elle n'est pas dans les discours et disputes sur l'avion du futur, etc. Elle est dans l'interrogation que l'on a sur les parcours européens de ces deux pays. Et dans les deux cas, il risque d'y avoir un renoncement à l'Europe. Antoine Fouché. Oui, je partage votre inquiétude, c'est-à-dire que l'amitié franco-allemande et la reconstruction de l'Europe sur le couple franco-allemand, ça marche quand les deux pays sont à peu près de même niveau, de même potentiel, de même dynamique économique. Et là, ça fait 20 ans qu'on décroche au point que, enfin, en ordre de grandeur, l'industrie allemande, même si elle a des problèmes, par exemple, je prends l'industrie parce que c'est symbolique, mais en volume, c'est 3 fois l'industrie française. C'est 1000 milliards d'euros. L'industrie française, c'est à peine 350. Ce qui veut dire, on se moque peut-être un peu avec la joie mauvaise de l'industrie allemande, mais même si l'industrie allemande perdait la moitié de ses effectifs, elle serait encore plus puissante que l'industrie française d'aujourd'hui. Donc, on joue plus du tout dans la même catégorie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, s'il y a un décalage économique trop fort entre ces deux pays-là, on voit pas très bien comment la France va réussir à elle toute seule à continuer de se faire entendre au sein de l'Europe et comment l'Europe va continuer de se développer sur une dynamique franco-allemande. Mais les Allemands là-dessus n'y sont absolument pour rien. Ils font preuve d'un égoïsme national, mais à peu près comme tous les autres pays. C'est nous. Et là, c'est effectivement dommage qu'on n'ait pas eu le débat. C'est nous, c'est nos choix collectifs qui nous mettent dans la vase depuis 50 ans, qui nous ont fait décrocher de l'Allemagne et c'est nous-mêmes qui avons construit notre propre impuissance et et le niveau de vie affaibli de nos enfants dans les 20 années qui viennent. Deux dernières interventions dont la brièveté vous étonnera. David Jace. Je suis souvent d'accord avec Antoine. Là, je dois apporter une nuance. Je pense pas qu'il y a un déséquilibre de puissance. Je pense qu'il y a deux impotences qui sont diamétralement opposées. C'est-à-dire que la France, en gros, a une stratégie claire, mais n'a pas les moyens de sa stratégie. Et l'Allemagne a les moyens de sa stratégie, mais elle n'a pas de stratégie claire. Pourquoi ? Et je complique un peu l'affaire en disant que la France risque une grande alternance l'année prochaine qui va rendre la stratégie pas claire, et l'Allemagne risque de perdre les moyens de la stratégie qu'elle n'a pas. Pourquoi ?
Parce que 50% de l'industrie allemande est à risque vis-à-vis du choc chinois. Et ça peut devenir le talon d'Achille de l'Allemagne. C'est-à-dire que justement, comme elle a une base industrielle qui tire toute son économie, le fait qu'il y ait un tel retournement de conjoncture internationale fait que demain, l'économie allemande peut être très très sévèrement affectée. On peut avoir du chômage de masse, on peut avoir un très fort ralentissement de la productivité. Et en raison de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Union européenne, l'Europe a largement externalisé l'innovation, l'économie allemande n'est pas extrêmement innovante. Elle est d'une certaine manière moins innovante sur le numérique que l'économie française, pour le moment en tout cas. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est effectivement comment est-ce qu'on se redonne une stratégie commune et les moyens de cette stratégie. Et aujourd'hui, je dois le dire, très perplexe. Jean-Louis Bourlange. Oui, je suis d'accord avec l'analyse sur de Nicole sur la crise. Je crois que pour la première fois, nous avons des dirigeants qui sont assez fondamentalement d'accord entre eux, beaucoup plus que ça ne l'était du temps de Madame Merkel, par exemple, entre le chancelier Merz et le président français. Mais ils sont l'un et l'autre assez coupés de leur opinion. Le succès de la CDU a été très très limité. Il a des difficultés à l'intérieur de son parti, il a des difficultés à l'extérieur, et donc il y a une réticence profonde de l'opinion allemande, comme de l'opinion française, comme vient de le rappeler David, avec la montée en puissance de partis qui sont résolument anti-européens, à l'extrême gauche et surtout à la droite de la droite. La chose qui est assez préoccupante, c'est comment les Allemands réagissent-ils à la menace chinoise. Je pense qu'ils réagissent pas comme nous. D'abord, ils réagissent sérieusement. Toutes les indications qu'on a sont qu'ils ont pris la mesure de leur échec, qui verrouillent tout, qui font de la robotisation, qu'ils essaient de compenser par l'innovation. Ils s'y sont mis tard, mais il y a notamment dans l'industrie automobile. Il faut voir que l'industrie, ça reste le cœur de l'identité allemande. Depuis la fin de la guerre, il y avait l'identité allemande avait deux cœurs, si je puis dire. Le Deutschmark, qui a été abandonné sur l'autel de l'euro, et l'industrialisation. Et là, ils vont se battre à fond pour la sauvegarde de leur industrie. Ce qui va les conduire, probablement, à investir. Alors, en Chine, d'après tout ce qu'on voit, ils utilisent tous les moyens chinois, la main-d'œuvre, la technique, etc. Et ils gardent le contrôle, Volkswagen ou des boîtes comme ça en Chine, et ils gardent le contrôle des capitaux qu'ils ramènent en Allemagne. Mais ils asiatisent complètement leur présence en Chine. Sur le plan, mais la logique exportatrice, c'est que le grand marché qui leur reste, avec la Chine, qui se ferme, enfin en tout cas, et les États-Unis, c'est l'Europe. Donc on va avoir une offensive tout à fait légitime d'ailleurs en termes commerciaux de l'industrie allemande chez nous. Or c'est pas un concurrent facile. Deuxièmement, ça les conduit à être extrêmement prudents vis-à-vis de Trump. Parce que toute cette stratégie, l'instrument de coercition, etc., ils disent ouïe aïe aïe. Oui, nous, ce qu'on veut, on a déjà beaucoup de difficultés. Ce qu'on veut, c'est limiter les dégâts. Alors, on est pour le Mercosur, ça, assurément. Ça, c'est de l'anti-Trumpisme conséquent. On veut développer des relations avec l'Amérique latine. On est tout à fait pour tout, mais on ne veut pas de crise grave avec les États-Unis. Ça, je pense. Et troisièmement, il faut le reconnaître, un mépris grandissant et très profond des Allemands pour les Français. Nous sommes considérés à juste titre comme irresponsables, incapables de faire les efforts de redressement nécessaires. Moi, j'ai une formule, d'ailleurs, je dis, nous avons inventé la piscine sans fond. Parce que quand on est au fond de la piscine, on rebondit. Quand on n'a pas de fond, on rebondit pas. Et les Allemands en sont très conscients. Ils sont très conscients que nous menons nos folies à l'abri du système monétaire européen. Et il y a un moment où ça peut claquer. Ce moment est évidemment politique, ça serait une montée en puissance nouvelle de l'extrême droite. Songez qu'en Angleterre, le Farage est en train de menacer l'existence même du Parti conservateur. Donc, les Allemands n'en sont pas là, mais s'il y a un rééquilibrage politique du côté de l'Allemagne, il va y avoir une pression très forte sur la Banque centrale pour qu'on arrête de favoriser, comme on le fait, les Français. Et là, nous aurons nous-mêmes une difficulté, une situation assez grave. Donc je pense que les intentions des dirigeants allemands
et français sont convergentes. Nous avons la même analyse sur le fait que l'Europe doit conquérir son indépendance, se renforcer, s'unir, mais stratégiquement et politiquement, les divergences sont extrêmement présentes, et c'est donc un pilotage à haut risque que celui que nous devons mener avec les Allemands dans les années qui viennent. Je vous remercie. Merci à Arnaud Galabet et à Fabrice Gros pour avoir enregistré cette conversation. Il y a un théorème sort de notre précédent enregistrement, c'est qu'il y a 3 boucs émissaires, les Arabes pour l'extrême droite, les capitalistes pour l'extrême gauche et l'Union européenne pour les autres. Si vous croisez dans la rue un capitaliste arabe qui veut se présenter aux élections européennes, changez de trottoir. Si tu veux te présenter aux élections européennes,